J'ai eu envie de changer mon fusil d'épaule parce que je vivais à Strasbourg avec ma femme et mes 2 premiers enfants, j'en ai 3. Le 3e est né ici, en Haute-Savoie. Et donc j'ai voulu revenir à mes premiers amours, qui est le travail social. Parce que j'ai baigné dans le travail social aussi loin que je m'en souvienne. J'ai commencé d'abord ma première colonie de vacances dans le ventre de ma mère. Et donc, j'ai toujours baigné dans le social à travers mes parents. Je suis parti après dans la création et dans la communication, visuelle et verbale. Mais voilà, j'ai préféré revenir à mes premiers amours et devenir professionnel dans le travail social. J'ai hésité entre Grenoble, Besançon et Genève. Pour rien vous cacher, à Besançon, ils cherchaient un rabbin. Et ils m'ont ils ont insisté pour que je reste. Et voilà, c'est en découvrant Genève, par le biais d'ailleurs du Fonds social à Paris, c'est le Fonds social qui m'avait demandé de postuler. Et donc, je suis arrivé ici. J'ai découvert une communauté, qui était dynamique à sa façon, mais avec des personnalités qui m'ont beaucoup plu. J'ai fait de belles rencontres. Et puis au final, je me suis dit, bon, c'est là que je dois continuer mon existence. Je suis arrivé pour diriger le centre communautaire de la jeunesse juive de la communauté. Mais vu que, évidemment, je ne suis pas un hyperactif, mais j'aime faire beaucoup de choses, donc on m'a demandé aussi, par la même occasion, d'enseigner au Talmud Torah, et je pense que c'est important de faire le lien entre le Talmud Torah et la jeunesse. Et puis, vu que je venais du monde de la communication, on m'a également demandé à l'époque de prendre en charge les pages qui étaient encartées dans la revue juive en lien avec la communauté israélite de Genève. J'ai vécu à Genève mes plus belles années en tant qu'adulte, parce que quand on a dépassé les 60 ans et les petits bobos qui surgissent, mais j'ai vraiment vécu mes plus belles années. Et ce sont des années de partage, des années d'enseignement, des années de rencontres, des années d'une grande richesse et finalement, en somme, des années d'humanité. Et pour moi, c'était essentiel d'œuvrer pour l'humain avec un H majuscule, quant à l'unité, la solidarité, le vivre ensemble, évidemment, qui est devenu un gros mot par les temps qui courent, mais qui pour moi m'habite depuis que je suis là. L'appellation ministre officiant se traduit par chazan en hébreu. Donc en fait, c'est celui qui chante et qui contribue au culte. Et donc je travaille avec mon cher ami, le rabbin Jacob Toledano, qui est un cantor, sinon le plus grand cantor qu'on ait en Europe, et qui est dans cette synagogue depuis plus de 50 ans. Et je suis venu par la petite porte, et puis j'ai apporté aussi ma petite pierre en tant que ministre officiant de rite ashkénaze. Et dans cette synagogue, maintenant qu'on parle de la synagogue, j'ai œuvré autant que faire se peut pour apporter évidemment cette dimension liturgique, mais également l'enseignement, également la vie de cette synagogue avec les cérémonies, les fêtes familiales, les repas communautaires, et les bar mitzvot, et puis également ces visites pour le monde laïque et pour la cité de Calvin avec ses écoles, ses rencontres, et tant rencontres, j'allais dire civiles que religieuses et interreligieuses, parce que j'ai autant œuvré avec l'interreligieux, pas le communique, mais l'interreligieux, qu'avec des écoles de différents courants qui ont eu à cœur de présenter le judaïsme à ses élèves, que ce soit l'école internationale et autres grandes ou petites écoles de Genève, et de présenter donc le judaïsme, présenter pas seulement le culte, mais également l'histoire de cette synagogue qui est la plus ancienne encore debout dans la cité genevoise.
Je dirais, c'est essentiel de savoir d'où l'on vient pour avoir une photographie optimale du monde d'aujourd'hui et pour pouvoir se projeter. Et aucun élan ne sera possible si je ne sais pas avec qui je conjugue et si je ne connais pas l'histoire. Étant d'origine ashkénaze, étant d'origine alsacienne, vu que cette synagogue de Beth Yaakov a été de près ou de loin construite par des familles qui venaient effectivement d'Alsace, avec un soutien considérable d'ailleurs de la famille de Rothschild. Mais voilà, on est dans ces événements de la ceinture phasiste, les années 50, avec une émancipation d'abord de l'Église catholique, ensuite des populations juives à la fin du 19e. Mais on a cette construction de Beth Yaakov autour de 1853, avec un architecte qui n'est pas de confession juive, qui est un peu emprunté parce qu'il n'est pas tellement soutenu sur le plan des connaissances par la communauté juive, qui demeure en ce temps sur Carouge, qui appartient au pays de Savoie, et donc n'est pas encore genevoise. Et on a une construction vraiment assez extraordinaire, baroque, mais qui répond plutôt sur le plan architectural au style que l'on retrouve au Moyen-Orient, en tous les cas sur les frontières entre l'Orient et l'Occident, du côté de Roumanie, Bulgarie. Elle va imiter d'ailleurs du reste la synagogue de Dresde. Elle va emprunter également des caractéristiques de synagogue du côté de la Roumanie, de la Bulgarie, et puis avec aussi des dimensions quand même assez choquantes pour aujourd'hui sur le plan religieux, parce qu'on est contraire aux exigences de la Torah avec ses représentations d'un soleil qu'on verra sans doute dans l'église de Versailles, mais qu'on retrouve même la synagogue. Et évidemment, cet architecte a fait comme il a pu, mais il est totalement ignorant et pas tellement soutenu sur le plan religieux. Et donc on a le résultat, une synagogue petite dimension, à l'image de celle de Budapest, mais 5 fois plus petite, mais avec un côté, j'allais dire, extraordinaire, tant sur le plan architectural que sur le plan de la gestion des espaces, là où se trouvent les dames, un porche qui est plutôt l'imitation d'une église qui se trouve à Versoix, c'est dire, mais voilà, avec un mélange et une aspiration multiculturelle qui ne me déplaît pas. Chaque personne âgée qui est entrée au Marronnier était une histoire. Et donc j'ai rencontré autant d'histoires qu'il y a eu de personnes qui sont passées par la Marronnier et qui ne sont plus de ce monde, ici-bas, mais ce sont des rencontres incroyables. Ce sont des histoires de vie, des pans de vie avec, entre autres aussi, des rescapés de la Shoah. Il faut savoir que, contrairement aux autres OMS, c'est pas mieux ou moins bien que les autres OMS, mais on est différent des autres établissements médico-sociaux. Parce que les Juifs de Genève, il faut savoir, ils sont arrivés soit avant la guerre pour se réfugier, soit pendant la guerre pour se réfugier, soit après la guerre pour se réfugier. Donc on est sur vraiment une multiculturalité incroyable. Il y a plus de, je crois, une vingtaine de langues qui sont parlées au sein des Marronniers. Vingtaine de langues, tout le monde parle français évidemment. Et tout le monde peut bénéficier des prestations complémentaires et des assurances sociales, parce que tout le monde qui évolue au Marronnier et qui vit au Marronnier a travaillé et bénéficie évidemment, en ayant payé ses impôts, peut bénéficier des prestations de l'État. Oui, qu'il soit juif ou pas, évidemment. La maison était destinée à une population juive à sa création, mais sur le plan juridique, les statuts ont changé et ont permis finalement de devenir une maison juive pour personnes âgées, mais une maison juive pour répondre à la mission des fondateurs, mais qui accueille toutes les personnes qui souhaitent évoluer dans cette institution. On a cette diversité, et je pense que quand on
On gratte autour de ces questions de dépendance psychique et psychiatrique. On parle beaucoup aujourd'hui de démence. Dans les autres maisons de Genève, il y en a plus de 50. Dans les autres maisons de Genève, on va installer son parent dans la maison du quartier dans lequel il a grandi. Mais quand on parle de réfugiés, l'ancrage n'est plus un ancrage visuel et géographique, mais plus un ancrage identitaire. Et donc les gens qui viennent au Marronnier, c'est soit pour des raisons philosophiques, soit pour des raisons propres aux traditions, soit pour des questions d'appartenance à Israël, soit pour des raisons gastronomiques, parce que je veux retrouver le poisson cuit à la juive de ma grand-mère ou de ma mère. Donc en fait, ce qui m'attache au judaïsme n'est pas uniquement lié à une pratique religieuse. Et il faut comprendre, c'est-à-dire que je ne rentre pas dans cette institution de tradition juive uniquement pour retrouver une pratique, mais ce qui me lie au judaïsme est aussi diverse que la population juive genevoise, qui sera attachée donc à la tradition juive pour diverses et multiples raisons. Et c'est ce qui fait évidemment toute la richesse de cette population qui, finalement, est pétrie d'une tradition écrite, mais également d'une tradition orale qui force l'interprétation des textes. On aura la même loi pour tout le monde, mais le sens que je donne à ma pratique ne sera pas forcément le même sens que donne mon voisin ou que mon père et mon grand-père. Ce qui fait qu'il y a finalement autant d'interprétations qu'il y a de juifs sur Terre. Et vu qu'on n'est pas sur une hiérarchie pyramidale, donc on n'est pas assujetti à une vision, mais on a autant de visions qu'il y a de juifs sur Terre. Raison pour laquelle on avance toujours cette boutade, vous mettez un juif tout seul sur une île, il va construire 2 synagogues, une où il va aller et une où il ne peut pas aller. Mais on est un peu dans le même état d'esprit pour Genève en général et puis pour le MS Les Marronniers en particulier. Depuis pratiquement 8 ans, je m'occupe essentiellement de la dimension spirituelle et religieuse de la maison et je suis plus axé à la fin de vie, à l'accompagnement de fin de vie. Donc des anecdotes, j'en aurais plutôt des tristes à partager et sur le plan émotionnel très fortes. Mais voilà, moi j'ai cette joie incarnée et quand bien même parfois les moments sont tristes, mais la vie ne se réduit pas à l'existence. Et là c'est le religieux et rabbin qui parle. Donc la vie continuera autrement, mais l'existence parfois avec ses hauts et ses bas, c'est ce qui fait évidemment ce partage tant au Marronnier qu'ici au sein de la communauté. Il y a tellement de choses qui me passionnent. Et ce qui me passionne, c'est la rencontre. C'est l'humain avec H majuscule. Je suis profondément orthodoxe, non pas orthopraxe, mais orthodoxe. Je ne suis pas dans le culte des actes, mais plutôt dans le culte de Dieu. Et ce qui me rattache au Très-Haut, et c'est cette tension qui m'anime. Et je considère que la pratique religieuse est un facilitateur et est un levier dans cette tension. Et c'est la raison pour laquelle je suis profondément pratiquant. Mais voilà, ce qui m'anime, c'est la rencontre. Donc je ne fais pas de prosélytisme et je ne laisse pas les gens me convaincre, parce que j'ai mes convictions et mes sensibilités qui m'appartiennent. Mais je suis un partisan du vivre ensemble. Et il ne s'agit pas d'être naïvement ouvert, mais il faut être bien, j'allais dire, droit dans ses chaussures, mais en même temps, comme Moïse qui rencontre le bon Dieu pour la première fois au buisson ardent, Dieu lui demande de retirer ses chaussures. S'il veut se frotter au monde, il est obligé de retirer ses choses sûres. Donc le doute est obligé de nous habiter. Le doute, c'est aussi l'autodérision, mais c'est aussi la capacité de se remettre en question pour accepter finalement la différence de l'autre. Et contrairement à ce que j'entends autour de moi, autour des responsables religieux ou au sein de ma communauté ou à l'extérieur, on ne doit pas vivre ensemble malgré nos différences, parce que ce n'est pas un pis-aller, mais on doit vivre ensemble parce que nous sommes différents. Ce n'est pas le malgré que, mais parce que. Et c'est ça toute la richesse, d'abord d'un couple, parce que je suis différent de ma femme et ma femme est différente de moi, et on s'entraide parce que justement nous sommes différents, et ça nous permet de révéler
ses propres limites en étant avec l'autre. Donc on n'est pas là pour se complémentariser, mais justement pour marquer ces différences-là. Mais c'est valable également avec l'humanité tout entière. Nous sommes des révélateurs pour les autres et finalement ça nous permet de cerner nos propres limites et de travailler sur nous-mêmes et de nous développer et de grandir. Et je crois, quelles que soient nos traditions religieuses et nos sensibilités, cette ouverture, elle est là pour ça. Pour nous permettre de comprendre que ce qui nous relie, c'est ce rapport à ce qui nous dépasse. Et ce qui nous dépasse, moi je l'appelle le bon Dieu. Mais ça nous oblige à recouvrer de l'humilité. Parce que nous ne sommes pas tout puissants, nous ne sommes pas dans le contrôle du monde. En tant qu'être humain, on n'a pas cet ego dégoulinant et débordant sur l'autre avec un majuscule, mais les religions sont là pour viser l'humilité. Parce que Dieu, créateur du monde, invite la créature à retourner à sa place de créature. Et c'est ce que j'aimerais partager pour finir, c'est que nous, en tant que créature, on n'est pas le créateur. Et cette humilité, finalement, que je recouvre, que je vise, nous permet finalement de tendre la main et d'aller vers l'autre, qui est à l'image de Dieu. Je ne peux pas définir Dieu, mais ce que je sais, c'est que Betselem Elohim nivra Adam, que l'être humain est à l'image de Dieu, et donc forcément, lorsque je vais vers l'autre, quel qu'il soit, quand l'autre est le plus autre possible, je vais forcément vers Dieu. Il y en a plusieurs. Il y a une passion que j'ai mis de côté depuis une trentaine d'années, qui est la peinture. J'aimerais retrouver mes pinceaux. J'aimerais retourner aussi à l'écriture. Je suis en train de finir d'ailleurs un livre actuellement qui sortira à Genève dans quelques mois. Et puis je suis aussi en train de monter une application qui va me permettre de créer le lien et de garder le lien avec les personnes avec qui j'ai évolué ici à Genève, au sein de la communauté à l'extérieur, tant pour des cours que pour des partages, que du coaching, de l'accompagnement. Et puis l'enseignement, le rabbinat, parce que je me suis inscrit au rabbinat en Israël, dans la ville où je serai. Et enfin, la thérapie. Parce que la thérapie psychosociale à laquelle j'étais formé depuis plus de 20 ans, je l'ai pratiquée ici à Genève pour des familles. J'ai été une ressource pour beaucoup de monde. Et puis j'aimerais pouvoir continuer également en Israël, auprès des personnes qui sont dans cette souffrance due à l'actualité. Et j'aimerais aussi un petit clin d'œil aussi pour toutes ces aliotes, parce qu'on a de grosses aliotes en perspective pour l'année 2026 en Israël. J'aimerais aussi pouvoir donner la main. Mon regard est très clair. Moi, je prône la sécurité de ma famille, de mes enfants, de ma femme, et de mes enfants, et de tout Israël. Et je pense que la sécurité est essentielle pour tout le monde, et elle est aussi pour Israël.